Donc la première chose à savoir, c'est que Spinoza est né en 1632 à Amsterdam, qui, comme vous le savez, est une ville située aux Pays-Bas. Le truc cependant, c'est qu'il faut savoir que à cette époque, les Pays-Bas connaissaient une période très prospère que l'on a même appelée le siècle d'or néerlandais. Ensuite, il faut également savoir que Spinoza a grandi dans une famille juive d'origine portugaise. Et ce qui est un petit peu particulier, c'est que les membres de sa famille avaient fui le Portugal pour échapper un peu plus tôt à la persécution religieuse, et c'est pour ça qu'ils s'étaient installés aux Pays-Bas, là où la tolérance religieuse était un peu plus grande. Ensuite, pour parler un petit peu plus précisément de Spinoza, au début de sa vie, il s'est vraiment beaucoup intéressé à la philosophie de René Descartes, qui, à l'époque, était vraiment très très populaire et très très influente. Alors, bien que Spinoza ait vraiment été influencé par cette manière de penser, il faut cependant voir, et on va le voir dans la philosophie de Spinoza juste après, qu'il a vraiment développé quelque chose d'assez différent. Alors ensuite, pour s'intéresser un peu à ses œuvres, donc on pourrait en citer d'autres, mais pour parler peut-être des deux principales, on pourrait parler du traité théologico-politique et de l'éthique. Donc le traité théologico-politique, comme son nom l'indique, ça parle de théologie et puis de politique. Et c'est une tentative assez intéressante pour essayer de lier les deux et de voir comment les deux se conjuguent. Donc c'est une œuvre qui a été publiée en 1670 et qui traite encore une fois des questions de politique et de religion. Et dans ce livre, Spinoza, il soutient des idées assez intéressantes et assez radicales pour l'époque, avec par exemple l'idée que la liberté d'expression et la liberté de penser sont essentielles, et puis il critique également l'autorité des institutions religieuses, et il souligne l'importance de la séparation entre l'Église et l'État, ce qui, encore une fois, est assez novateur pour l'époque. Donc ça, c'est pour le traité théologico-politique. Et puis la deuxième œuvre, peut-être la plus importante, l'éthique, c'est vraiment le chef-d'œuvre de Spinoza qui a été publié après sa mort en 1677. Alors je vais pas vous mentir, c'est une œuvre qui est assez complexe, qui est assez profonde, qui a une forme qui est un petit peu bizarre parce que Spinoza tente de lui donner une forme géométrique comme il appelle, c'est-à-dire une forme un petit peu mathématique, avec comme ça des démonstrations, des axiomes d'une certaine manière, et donc c'est une forme qui est assez originale en philosophie, c'est pas vraiment ce que l'on a l'habitude de lire généralement. Et dans ce livre, il traite des sujets comme la métaphysique, la morale, et même si c'est un petit peu anachronique, il parle également en fait de psychologie pour ainsi dire. Et puis, comme on va le voir, avec une théologie, mais une théologie qui est un petit peu étonnante, eh bien, il y donne sa vision de l'univers, de Dieu, de la nature humaine, et il donne tout ça en s'appuyant vraiment sur une méthode très très rigoureuse, très très rationnelle, comme il le dit, une méthode qui est similaire à celle utilisée en géométrie. Et ce sont donc ces idées, ces concepts, qui sont développés dans l'éthique, qui constituent vraiment le cœur de la philosophie de Spinoza, et c'est ça vraiment qui va nous intéresser dans cette vidéo. Alors maintenant qu'on a survolé un petit peu ces œuvres, on va pouvoir s'intéresser plus précisément au concept de Spinoza. Et le premier concept qui va vraiment nous intéresser, le concept central, c'est celui de substance. Donc pour Spinoza, la substance, c'est vraiment la réalité fondamentale qui compose tout ce qui existe. Et il n'y a pas 35 000 substances, il n'y en a qu'une seule, et elle est infinie et éternelle. Mais du coup, on pourrait se demander comment est-ce que ça se fait qu'il y a une seule substance, parce que dans le monde, concrètement, on voit plein de choses qui sont différentes. Eh bien, toutes ces choses, en fait, qui sont différentes, on va les distinguer entre des attributs et des modes. Alors je sais, ça fait pas mal de vocabulaire, mais vous allez voir, c'est pas très très difficile. Donc la substance, elle possède en fait ce que Spinoza il appelle des attributs. Et les attributs, ce sont différentes façons dont la substance se manifeste ou se présente à notre esprit. Et nous, on a accès, on peut comprendre deux attributs, la pensée et l'étendue. L'étendue, c'est l'espace qu'on voit, c'est l'espace physique. Après, on pourrait rentrer dans des petites subtilités, c'est pas très très clair non plus s'il y a seulement deux attributs, ou alors si c'est seulement nous en fait qui ne pouvons percevoir que deux attributs. Mais après on n'est pas obligé de rentrer dans tous les détails. Ensuite, il y a les modes. Et les modes, ce sont des manifestations temporaires et changeantes de la substance. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme des poupées russes, en fait, on a la substance qui se divise en attributs, enfin qui peut se comprendre en attributs, et dans ces attributs, eh bien on peut les comprendre à travers des modes, différents modes qui correspondent à différentes façons en fait d'exister. Donc par exemple, un objet physique comme une pomme, eh bien c'est un mode de l'attribut d'étendue, c'est-à-dire l'attribut qui correspond à l'espace physique. Et une idée, une pensée, eh bien c'est un mode particulier de l'attribut de pensée. Donc vous voyez, on a vraiment notre substance qui correspond à l'ensemble de ce qui existe, qui ensuite se divise en différentes choses, donc en attributs, qui peut se comprendre en attributs, et ensuite ces attributs, eh bien ils peuvent se comprendre à travers différents modes d'existence, qui sont donc les modes. Donc maintenant qu'on a compris cette substance et ces différents attributs, ces différents modes, on va pouvoir s'intéresser à la conception de Dieu de Spinoza. Et vous allez voir, c'est une vision qui est très très différente de celle que l'on peut généralement trouver dans les religions monothéistes. Parce que, en fait, pour Spinoza, Dieu et la nature
ce sont une seule et même chose. Il le dit, Dieu ou la nature. Et généralement, on associe ce point de vue à quelque chose que l'on appelle le panthéisme. Le panthéisme, en fait, c'est l'idée selon laquelle Dieu, il n'est pas en dehors du monde, mais Dieu, c'est le monde, c'est l'univers, c'est la totalité des choses qui existent. Vous voyez, il est immanent. Et c'est vraiment ça pour Spinoza. Dieu, c'est pas un être transcendant, vous voyez, comme on l'imagine généralement, en tout cas dans les religions monothéistes, comme un individu qui regarderait le monde d'ailleurs, généralement avec une forme à peu près humaine. Non, pour Spinoza, Dieu, c'est pas du tout ça. Dieu, il n'existe pas en dehors de l'univers qu'il a créé. Au contraire, en fait, Dieu, il est dedans, il est immanent. Ce qui signifie qu'il est présent, il est actif dans chaque partie de la réalité. Donc que ce soit l'arbre que l'on peut voir dans son jardin, que ce soit une partie de nous-mêmes, ça ce sont des modes, des façons d'exister, en fait des expressions particulières de la substance, c'est-à-dire en fait de Dieu. Et ça c'est vraiment très très important dans la conception générale de l'univers selon Spinoza, parce que ça veut dire que tout ce qui existe est en réalité une seule manifestation de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas une séparation radicale entre les choses, tout en fait est l'expression de la réalité divine, de la nature, de Dieu. Il n'y a pas une séparation fondamentale, radicale, entre nous et le reste de l'univers. Et ça, on le voit ici de manière théorique, mais vraiment ça a une répercussion en fait par rapport à la conception pratique qu'on peut avoir de la société, de l'univers, de la connaissance, de tout ça. Ok, alors maintenant qu'on a vraiment une vision d'ensemble du premier concept de Spinoza, on va s'intéresser à un autre concept qui est très très important, et qui est le conatus. Alors, le conatus, c'est vraiment un concept essentiel dans la philosophie de Spinoza, parce que, en fait, ça concerne la force vitale ou l'impulsion qui anime chaque chose dans l'univers. Donc, que ce soit vraiment chaque être, qu'il soit humain, animal, que ce soit un objet, eh bien, possède un conatus. C'est-à-dire une tendance innée à persévérer dans son être. Et on ne peut pas aller d'une certaine manière à l'encontre de cette façon de persévérer dans son être. Il peut y avoir différentes choses qui rentrent en conflit, mais si vous voulez, on peut pas avoir un conatus négatif en fait. Cette tendance à persévérer dans son être, elle est forcément positive. Donc chez les êtres humains, ce conatus, il se manifeste de différentes manières. Donc par exemple par nos motivations, nos désirs, nos émotions. Ce qui fait qu'on est naturellement poussé à rechercher des situations et des expériences qui augmentent notre bien-être, notre bonheur. Par exemple, tout simplement, on recherche à éviter la souffrance et à atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient. Mais ce qui est intéressant, c'est que le conatus, c'est pas seulement quelque chose de privé d'une certaine manière, parce que le conatus, notre tendance à persévérer dans notre être, eh bien, elle influence également notre comportement social. Puisque, comme Aristote le disait déjà, l'homme c'est un animal social, eh bien, vu qu'on est une créature sociale, on recherche également des relations et des situations qui augmentent notre puissance d'agir et notre bien-être, donc pas seulement de manière purement individuelle, mais aussi avec les autres. Mais par contre, comme je l'ai dit un petit peu avant, le conatus, ça peut aussi entraîner des conflits et des rivalités, parce que il peut y avoir, que ce soit en nous ou plus généralement en fait avec les autres, eh bien, différentes tendances qui rentrent en conflit, qui rentrent en opposition. Vous voyez, même s'il n'y a pas, on va dire, de conatus négatif, eh bien, différentes tendances à persévérer dans son être peuvent rentrer en conflit, parce que même s'il n'y a rien de négatif, eh bien, différentes choses peuvent rentrer comme ça en conflit. Vous voyez, tout simplement, en fait, plusieurs individus peuvent tenter d'augmenter leur puissance d'agir, mais au détriment des autres. Et c'est pour ça que vraiment comprendre ce rôle du conatus, le rôle du conatus, dans notre comportement, peut nous aider à naviguer dans ces situations un petit peu complexes avec les autres, et à rechercher des solutions qui favorisent l'harmonie, et puis plus généralement, en fait, le bien-être collectif, le bien-être de la société. Et vous voyez, c'est intéressant parce que là, on est parti d'un point de vue très très théorique, presque théologique, avec la substance, les modes, les attributs. Et puis là, avec le conatus, on voit que ça a une influence beaucoup plus concrète, que ce soit dans la société plus générale, avec un rôle politique, ou dans notre puissance d'agir, avec presque une sorte de psychologie. Et c'est pour ça que vraiment, le conatus, c'est un aspect fondamental de la nature humaine, selon Spinoza. Puisque c'est à la fois une sorte de force de vie qui nous force à persévérer et à nous développer, une sorte de motivation, mais c'est également un facteur clé qui façonne notre interaction avec le monde et avec les autres. Mais alors, une fois qu'on a vu ça, à la limite, vous pourriez me dire, ok, très bien, mais comment est-ce qu'on fait justement pour comprendre et finalement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert de comprendre tout ça pour Spinoza? Eh bien, justement, pour bien comprendre ce que c'est que la connaissance selon Spinoza, il faut voir que Spinoza, il distingue 3 genres de connaissances. Et ces 3 genres de connaissances, ça correspond à 3 manières différentes, 3 façons de comprendre et d'interagir avec la réalité. Et il va y avoir une gradation du moins bon jusqu'au meilleur. Donc le moins bon, la moins bonne manière de comprendre les choses, le genre de connaissance finalement le plus basique, c'est l'imagination. L'imagination, pour Spinoza,
C'est la forme de connaissance la plus basique et la moins précise. Et c'est une forme de connaissance qui est basée sur nos expériences sensorielles et nos perceptions individuelles. Et ça, on en a vraiment l'habitude, ça arrive très très souvent d'être trompé par nos sens. On croit voir quelque chose et puis en réalité, en fait, on n'a pas la bonne perception. Donc en fait, on a une connaissance d'une certaine chose, enfin ce que l'on croit être une connaissance précise, qui est en réalité une connaissance plutôt floue. Donc ça, ce genre de connaissance, ça peut inclure nos souvenirs, nos croyances, nos opinions, et puis aussi nos superstitions et les préjugés. Ensuite, à un niveau supérieur, on a les connaissances qui sont basées sur la raison. Donc ce genre de connaissances, les connaissances basées sur la raison, elles sont supérieures aux connaissances basées sur l'imagination. Et ces connaissances, encore une fois, basées sur la raison, elles sont fondées sur la logique, les principes universels, et puis plus généralement en fait les lois de la nature. Donc c'est une connaissance qui est quand même bien plus sophistiquée, et puis c'est une connaissance qui nous permet de dépasser les limites de nos expériences individuelles, et puis de comprendre plus généralement les causes et les relations qui régissent le monde. C'est-à-dire que, véritablement, si on se base exclusivement sur nos sensations, sur l'imagination, sur ce que l'on croit être vrai finalement à partir de ce que l'on voit simplement ou de ce que l'on entend, eh bien notre connaissance, on le sait, elle va être très très limitée parce que c'est un point de vue qui est très très restreint. Alors que si on tente de trouver un point de vue rationnel, d'élargir finalement nos connaissances, de trouver des lois de la nature, eh bien c'est un point de vue qui englobe déjà beaucoup plus de choses. Encore une fois, tout simplement, par exemple, si je vois une pomme qui tombe, eh bien j'ai simplement la connaissance d'une pomme qui tombe, mais si j'en déduis finalement les lois de la gravité, comme Newton, eh bien j'ai une connaissance qui est bien plus large et qui me permet de comprendre bien plus de choses dans le monde. Donc voilà, connaissance rationnelle, c'est déjà un peu mieux. Et puis, le top du top, c'est la connaissance intuitive. Alors ça peut paraître un peu paradoxal parce que généralement on se dit justement que l'intuition, elle nous trompe assez souvent. Mais c'est pas véritablement ce que veut dire Spinoza par là. Pour lui, l'intuition, c'est vraiment la forme de connaissance la plus élevée et la plus précise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle implique une compréhension directe et immédiate de la réalité, sans passer par un raisonnement déductif. Vous voyez, dans la connaissance rationnelle, on a quand même des étapes, en fait, qui nous permettent, par une certaine démarche rationnelle, de comprendre la réalité. Mais on n'a pas un lien direct avec cette connaissance. On a toujours une séparation, finalement, et pour Spinoza, cette séparation, elle est un petit peu problématique. Alors que la connaissance intuitive, elle nous permet vraiment de saisir les vérités éternelles et les principes fondamentaux qui sous-tendent toute notre existence, mais de manière directe. Vous voyez, il n'y a pas de séparation, c'est vraiment intuitif. Et ce genre de connaissance, elle est vraiment très très rare, elle est assez difficile à atteindre. Mais le revers de la médaille, c'est que même si elle est rare et qu'elle est difficile, eh bien elle peut nous conduire à la sagesse et à la paix intérieure. Donc c'est ce genre de connaissance qu'il faut rechercher, même si c'est difficile. Vous voyez par exemple tout simplement, la connaissance que 2 plus 2 c'est égal à 4, eh bien on en a une connaissance directe, intuitive, on sait que c'est vrai. On n'a pas besoin de passer par différentes étapes rationnelles, de construire tout un système, etc. Intuitivement, on sait que c'est vrai, et c'est une vérité qui est fondamentale. Eh bien, l'idée, ce serait d'étendre tout ça, finalement, à toutes nos connaissances, et d'avoir une forme de connaissance aussi précise et aussi intuitive de toutes les choses, pour vraiment comprendre l'univers dans sa globalité, de la manière la plus simple et la plus intuitive. Et c'est pour ça que pour Spinoza, notre bien-être et notre liberté, comme on va le voir juste après, eh bien ça dépend de notre capacité à progresser dans ces genres de connaissances. Plus on connaît de choses, plus, comme on va le voir, on est libre et finalement on est heureux en fait. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on est plus libre en fait ? Je vais pas tourner autour du pot. Pour Spinoza, pourquoi cette question de la liberté, elle est liée à la connaissance ? A priori, les deux paraissent pas tout à fait liés spontanément. Eh bien en fait, c'est que pour Spinoza, tout dans l'univers est lié. Vous voyez, on avait parlé de la substance qui correspond à Dieu. Eh bien, tout dans cette substance est déterminé par des causes et des effets. Et ce qui est particulièrement intéressant, voire un petit peu angoissant, c'est que ça comprend également nos actions et nos pensées. Ce qui fait que pour Spinoza, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de libre arbitre. Vous voyez, en fait, le fait de croire que là, par exemple, spontanément, je choisis de tourner ma main à gauche plutôt qu'à droite, j'ai l'impression que je le fais librement. Mais ce que Spinoza, il pourrait nous dire, c'est que j'ai l'impression de le faire librement parce que j'ignore toutes les causes qui précèdent mon action de tourner ma main à gauche plutôt qu'à droite. Peut-être que par exemple c'est des choses qui se passent dans mon cerveau, peut-être que c'est la façon dont j'étais élevé, peut-être que c'est une histoire même qui remonte au-delà, etc. Bref, un petit peu comme des dominos, vous voyez, qui chutent et qui entraînent à chaque fois le suivant, eh bien, tout dans l'univers se passe comme ça. Il y a toujours des causes et des effets, et on ne peut pas s'extraire de cette chaîne causale en fait. Dans une lettre assez célèbre, Spinoza il dit même que l'homme est pas plus libre qu'une pierre. Vous
voyez, lorsqu'une pierre elle tombe, eh bien elle tombe principalement par l'attraction de la gravité. Et ce sera en quelque sorte assez bizarre pour la pierre de penser qu'elle le fait librement. Mais ce que Spinoza il nous dit, c'est que la liberté humaine, enfin ce que l'on croit être la liberté humaine, c'est exactement la même chose. On croit être libre parce qu'on ignore les causes qui nous déterminent. Mais cette ignorance finalement, eh bien ça ne nous abstrait pas de ces causes qui nous déterminent. Donc de la même manière qu'un domino, eh bien on est obligé de chuter et on n'est qu'un maillon dans une chaîne causale bien plus grande, et ce serait complètement de la folie pour Spinoza de croire qu'on peut briser cette chaîne causale par la simple puissance d'une sorte de volonté de libre arbitre, qui serait spécifique à l'homme. Mais alors on pourrait se dire, ok, mais c'est super angoissant parce que du coup ça veut dire qu'on n'est pas libre, tout ce que l'on fait c'est entièrement déterminé. Alors Spinoza, il dit pas néanmoins qu'on n'est pas libre, parce que il va repenser la définition de la liberté. Si vous voulez, Spinoza en fait il considère pas que cette vision déterministe de l'univers nous prive de notre liberté. Au contraire en fait, il soutient que notre liberté, elle réside non pas dans une sorte de libre arbitre impossible, mais plutôt dans la compréhension des causes qui déterminent nos actions, et dans notre capacité à agir en fonction de cette compréhension. Et c'est pour ça que c'est très très important ce qu'on a vu juste avant avec les genres de connaissances, parce que plus on progresse dans les genres de connaissances, donc en passant de l'imagination à la raison, et puis finalement vraiment si on arrive au top du top à l'intuition, plus on devient conscient des lois qui régissent l'univers, qui régissent les causes, et donc en fait notre propre nature. Et vous voyez, pour prendre un exemple concret, lorsque l'on est en colère, Spinoza il nous dit on ne peut pas choisir librement par le libre arbitre d'être ou de ne pas être en colère. Mais par contre, en fait, ce que l'on peut faire, c'est comprendre pourquoi on est en colère. Et en comprenant la psychologie, en comprenant la biologie, etc., eh bien ça nous permet justement d'avoir une plus grande compréhension et finalement d'avoir une plus grande liberté en fait sur notre propre corps. Et donc pour Spinoza, encore une fois, la liberté, c'est pas le libre arbitre, mais c'est la compréhension des causes en fait. Et sur ce, on en a donc terminé avec la philosophie de Spinoza. Forcément, ça lui rend pas tout à fait justice parce qu'il y aurait plein d'autres choses à dire sur Spinoza. Et puis on peut pas vraiment faire un résumé complet en 15 minutes. Mais toujours est-il, voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus sur Spinoza, avec les différents concepts qu'on a pu voir, avec donc la substance, le conatus, les genres de connaissances, et puis enfin sa conception un petit peu particulière, mais néanmoins intéressante de la liberté et du déterminisme. Donc voilà, j'espère vous voir dans une prochaine vidéo, et à bientôt.